Bonjour à tous. Ouh, c'est fort. J'espère que vous allez bien. Alors, dans 2 petites minutes, la conférence sur la téléconsultation inclusive, c'est-à-dire la téléconsultation qui ne ressemble pas aux autres, voilà, va commencer. Donc, n'hésitez pas, asseyez-vous. Ça se passe sur la plénière de Tech for Health. Maintenant, voilà. À tout de suite. Bien, bonjour. Nous allons commencer cette table ronde. Téléconsultation inclusive. Quand Jérôme Leleu m'a proposé de faire partie du comité scientifique de Tech for Health, pour moi, ce fut une évidence. Pour celles et ceux qui connaissent mon parcours, proposer une table ronde sur la téléconsultation, c'était une évidence. Le mot évidence résonne particulièrement avec notre sujet aujourd'hui. E comme équipe de soins, V comme vicariance, on en parlera tout à l'heure, I comme innovation, D comme le DMP, E comme engagement, N comme nécessité, C comme confiance et E comme efficience. Si on reprend l'équipe de soins, donc c'est une téléconsultation assistée. Le E de équipe de soins, c'est avec les équipes de soins des établissements de soins médico-sociaux, avec les EHPAD, etc. On va prendre ce sujet-là tout à l'heure. La vicariance, je laisserai bien entendu Ségolène nous expliquer ce très joli terme. L'innovation, on en a besoin, donc merci. On est ici pour la tech au service de la santé. Le DMP, ça c'est mon cheval de bataille, c'est l'interopérabilité, c'est une nécessité cette année en 2025, sinon, à mon sens, le système s'écroule. L'engagement, c'est celui des professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont représentatives du terrain. Une nécessité, tout simplement parce qu'on a des déserts médicaux. Je pense que je ne vais pas faire la leçon à tout le monde sur ce sujet-là. On intervient en tout cas sur le terrain, sur ces déserts médicaux. La confiance, vous allez comprendre qu'on a un besoin de créer de la confiance avec les équipes, avec les patients, et que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer en tout cas cette relation, ce colloque singulier à distance. Et le E comme efficience que j'ai rappelé tout à l'heure, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, on va aborder le sujet sur le prisme du terrain. On va arrêter de planer dans les hautes sphères. On va se remettre terre à terre, au sol, sur le terrain et voir comment ça se passe en concret. On a la chance aujourd'hui donc du coup d'avoir 3 intervenants qui ont des pratiques complètement différentes. La téléconsultation assistée ou dite augmentée, il y a encore d'autres termes pour celle-ci. C'est pas un écran et une caméra. C'est trop souvent perçu comme un gadget, comme une médecine low cost, comme du fast-food. Et pourtant, lorsqu'elle est bien pensée, lorsqu'elle est bien organisée, lorsqu'elle est bien accompagnée,
ça devient un levier puissant d'accès aux soins et qui révèle ses forces et son vrai potentiel. C'est une nouvelle façon de penser le soin pour la rendre accessible à tous, y compris aux plus vulnérables. Donc, aujourd'hui, on a Ségolène Pouechang, qui est médecin généraliste, pionnière de la téléconsultation en EHPAD et auteur d'un traité de télésémiologie. On a Arnaud Guibarou, qui est infirmier au sein d'un cabinet de téléconsultation assistée dans une zone sous-dotée. Et Dr Ménager, qui est médecin généraliste spécialisé dans la téléconsultation auprès des établissements de soins médico-sociaux et notamment auprès des patients atteints de polyhandicap. Donc, Ségolène, c'est à toi que revient d'introduire les intervenants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Ça, vous m'entendez? Le parcours qui t'a mené à t'investir en téléconsultation. Alors bonjour à tous, moi je suis donc Ségolène Pouechelon, je suis médecin généraliste, je suis généraliste enseignante et je commence par là, même si ça représente qu'un tout petit taux de mon temps de travail, parce que quelque part c'est ce qui m'a amené à me pencher sur la télémédecine. Il y a eu un moment vers 2018-2019, donc avant la crise sanitaire, où on commençait à entendre parler de téléconsultation dans ma spécialité. Et pour autant, elle n'était pas visible dans le cursus d'enseignement, à aucun moment. Ni pendant l'externat, bon, c'était trop tôt, ça y est, je commence à avoir un certain âge, ni à l'hôpital, alors que ça émergeait par ailleurs, ni chez le praticien. Moi, je suis allée évidemment dans des cabinets de médecine générale pendant mon cursus. Et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien monter dans le train en marche et tester cette nouvelle solution pour la transmettre aux étudiants que j'accompagne, aux internes de médecine générale. L'idée était, je vais tester, je vais regarder ce que ça vaut. Si ça vaut rien, je pourrais leur dire. Et si ça vaut quelque chose, je pourrais leur dire aussi. Et il s'avère que j'ai plongé dedans et je n'en suis pas ressortie. Donc, mon idée, c'est que ça vaut quelque chose. Et ça correspondait à un moment de vie pour moi où j'entamais ma 3e maternité. J'avais besoin d'avoir du temps à la maison, tout en pouvant continuer à exercer. Et la télémédecine s'est aussi imposée à ce titre. Moi, je l'ai commencé en télésuivi au Créatif, au centre de référence des agents antithrombotiques d'Île-de-France, basé à la Rivoisière. Donc, on accompagnait des patients sous anticoagulants, qui nécessitent un suivi rapproché. On les accompagnait à distance avec une équipe spécialisée d'hématologie, de cardiologie et de médecine générale. Et c'était ma première expérience de télétravail quand j'ai été très enceinte. Eh bien, j'ai pu télétravailler. Et finalement, à la sortie de ce 3e congé maternité, avec déjà une petite tribu à la maison, eh bien, j'ai découvert que c'était pas si mal de pouvoir se permettre une demi-journée ou 2 par semaine où il n'y a pas de temps de trajet, où je peux allaiter mon petit bébé entre 2 tâches professionnelles. Et ça, c'est un autre aspect très important. C'est pour ça que j'en parle. Et je crois que je suis la seule à pouvoir en parler sous cet angle-là aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe médicale du centre de santé digitale Livy, et assez rapidement la direction médicale, la conduite de la qualité médicale et des pratiques qui étaient à l'époque complètement à écrire et à élaborer. Et puis la crise sanitaire est arrivée et la suite, on la connaît. Et finalement, aujourd'hui, je ne fais plus partie de l'équipe médicale de Livy. J'ai enchaîné sur un autre milieu de soins, qui est l'EHPAD, et l'EHPAD, en fait, on aurait pu se dire, mais c'est quoi cette rupture, c'est quoi ce parcours? Sauf que l'EHPAD, c'est des personnes, c'est des patients qui sont difficiles à déplacer, qui sont très fragiles, pour plein de raisons, cognitives, physiques. Et en recherchant dans l'histoire de la télémédecine française, on s'aperçoit que les premières expérimentations de télémédecine en France, dans les années 2010,
ont débuté en EHPAD. Le professeur Salle est une des premières à avoir écrit sur le sujet. Et elle m'a beaucoup inspirée. J'ai lu ses écrits pour pouvoir ensuite intégrer assez rapidement aussi, après avoir être entrée dans ma nouvelle entreprise qui est LNA Santé, un projet de télémédecine qui s'appelle Télémed, qui est porté par le docteur Isabelle Auger, qui est elle présidente de la Société française de télégériatrie, et qui est donc, avec quelques autres médecins passionnés de télémédecine, on a monté une astreinte de télémédecine pour répondre aux besoins urgents des quasi 50 EHPAD du groupe auquel on appartient. Moi, je fais l'astreinte du vendredi après-midi et donc je continue à exercer la télémédecine auprès d'un public extrêmement nécessiteux de cette modalité et à, on va dire, enrichir ma connaissance de la télésémiologie à travers cette pratique-là. Et puis, dernier point, et pour rejoindre le sujet du jour, c'est que par ce biais-là, je découvre la téléconsultation assistée, parce que j'ai toujours avec moi une équipe de soins qui soutient le temps de consultation et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les actions à réaliser après que je demande. Et ça correspond au moment où j'ai rencontré Arnaud d'ailleurs, donc on a commencé à en discuter ensemble, parce que j'ai rejoint sa réalité à travers ce nouvel exercice de la télémédecine. Voilà. Eh bien, merci Ségolène pour cette présentation exhaustive. On va garder un petit peu de suspense sur la pratique elle-même. Et merci d'avoir passé le relais. Donc, Arnaud, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené en tant qu'infirmier libéral de ville, dans une zone sous-dotée, à t'intéresser à la téléconsultation dite assistée? Oui, alors je vais déjà vous dire qu'en fait toute la base de mon travail, c'est de briser un peu les croyances déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'être infirmier aujourd'hui libéral dans les Ardennes, à Nouzonville, une petite commune de 6000 habitants, tout proche de la Belgique que personne ne connaît, et être présent à Paris au salon de la IFSTEC auprès de mes confrères médecins qui considèrent un infirmier comme un confrère effectivement aujourd'hui, c'est déjà briser des tabous. Donc déjà, c'est déjà prouvé que c'est pas parce qu'on est infirmier qu'on n'est pas capable d'eux et qu'on ne peut pas apporter quelque chose, et montrer que les médecins sont tout à fait à même aujourd'hui de travailler avec les infirmiers en bonne intelligence et qu'ils en ont envie, malgré ce qu'on peut entendre et faire croire un peu à droite à gauche. Je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Donc c'est déjà le premier tabou que je voulais briser en étant là aujourd'hui, et puis briser un peu tous ces préjugés sur effectivement la tech en santé, parce que ça dérange personne de faire du digital sur Internet, d'être influenceur comme moi sur Internet. Aujourd'hui, ça dérange un peu moins aussi en termes de déontologie, mais par contre, quand on parle de tech en téléconsultation, mon Dieu que c'est moche. Ah ben, on va briser un peu ces préjugés aujourd'hui pour essayer de prouver que oui, on peut faire du super bon boulot en téléconsultation à distance. Pour preuve, que ce soit Cédric, Eudes ou Ségolène, on ne se connaissait pas, on s'est fait la bise aujourd'hui comme si on se connaissait depuis 4 ans. Bah oui, parce qu'on se connaît au niveau du digital dans les réseaux. Donc au final, je ne suis pas sûr que ça éloigne tant que ça la distance digitale. J'ai l'impression que ça nous rapproche vachement. Donc c'était un peu ce que je voulais aujourd'hui vous dire déjà en introduction. Effectivement, je travaille en téléconsultation assistée depuis 3 ans. J'ai réalisé à peu près 3000 téléconsultations assistées dans ma commune de 6000 habitants. Donc ça commence à représenter un certain nombre quand même, avec effectivement une organisation territoriale de télémédecine qui s'appelle Omedis, donc qui est effectivement une pratique particulière, comme il en existe beaucoup. Et c'est aussi ça la difficulté aujourd'hui, c'est que personne ne connaît vraiment tous les modes de téléconsultation qui existent, toutes les possibilités, toutes les formes qui existent. Et c'est ce qui crée aujourd'hui tous ces préjugés. Donc on va essayer de les déconstruire tous ensemble et vous prouver qu'on fait de l'excellent boulot. De toute façon, on n'a même pas à vous le prouver parce que nous, on le sait. Mais effectivement, aujourd'hui, on est là pour ça, essayer de vous présenter la technologie pour la santé et surtout pour le patient. Excellent ce que tu viens d'introduire là. Ça rejoint cette fameuse très belle oxymore de la distance qui rapproche, qui définit la télémédecine, la téléconsultation d'une manière générale. Donc merci d'avoir rappelé ça. Et effectivement, on s'est fait la bise et c'était fantastique au bout de 4 ans. Voilà, alors qu'on ne se connaissait pas. Eudes, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qui t'a amené à être à la fois dans la tech, dans la télémédecine, dans les innovations, et tout ça au service du soin, au service des plus vulnérables, au service du polyhandicap essentiellement? Merci déjà de m'avoir proposé de venir. Ça fait au moins 6 ans que je ne viens pas sur devant de la scène, donc c'est un nouvel exercice que
j'ai oublié. Voilà, merci pour aussi ce point important, effectivement, de se dire que voilà, on travaille en équipe, c'est nécessaire, et il n'y a pas de problématique pour bien travailler avec des infirmiers ou d'autres professionnels de santé. Après, il faut savoir écouter. Donc, et on parle de la confiance. Donc, la confiance, c'est accepter les remarques des uns et des autres. Les médecins font tous aussi des conneries, des erreurs, excusez-moi, je parle mal. Et donc, parfois, c'est les infirmiers qui nous disent attention, docteur. Donc, voilà. Donc, c'est toujours aussi un garde-fou dans les deux sens. Et il faut accepter justement ces dualités. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Donc moi, en ce qui me concerne, pour pas aller trop loin et trop vite, donc je suis médecin polyvalent. J'ai commencé par la médecine d'urgence. Donc à l'époque, c'est les médecins généralistes souvent qui faisaient la médecine d'urgence. J'ai pas beaucoup travaillé dans la médecine d'urgence parce qu'on m'a tout de suite débauché pour les structurations des soins intensifs neurovasculaires. Donc j'ai travaillé 17 ans sur Paris et la région parisienne pour la structuration des UNV, USINV, donc j'ai copiloté donc certaines sur Tenon ou sur Créteil. Et en ce qui concerne la télémédecine, effectivement, donc j'ai commencé par travailler sur la téléassistance donc pour la thrombolyse. Donc ça a commencé à la fois de ce côté-là, donc pour mon expérience. Et puis de l'autre côté, ça fait 15 ans que je faisais de l'humanitaire et je travaillais beaucoup effectivement en Afrique. Et on a développé le projet de télémédecine en Afrique, évidemment avec de la technologie légère, parce qu'il y a une problématique de zone blanche, zone grise. En France, on a des vrais problèmes de zone blanche, zone grise. Voilà, donc on en reviendra certainement. Voilà, donc j'ai 2 expériences sur le développement de la télémédecine. C'est effectivement donc entre guillemets donc en situation de brousse, c'est-à-dire donc dans les secteurs ruraux d'Afrique principalement, et puis on va dire sur la spécialité on va dire hyper urgente, notamment donc sur la téléassistance à la thrombolyse. Voilà, donc ça, c'est mes 2 expériences. Et d'ailleurs, je remercie aussi entre mes maîtres qui m'ont accompagné sur ces sujets et avec qui on a collaboré. Donc Thierry Moulin pour la neurovasculaire, Pierre Simon qui m'a accompagné sur d'autres projets, notamment autour aussi de la télémédecine en chirurgie bariatrique et pré-bariatrique. Donc, même si lui, c'est plutôt la néphrologie. Et puis le professeur Haring, qui nous a quittés, et qui effectivement m'a donné envie de faire de la télémédecine avec ces conférences que j'ai suivies avant de m'y lancer. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Donc effectivement, ensuite, j'ai fait évoluer les choses pour mon propre usage. J'ai été sur les différents facettes, c'est-à-dire requérant ou requéreur, dans le sens où effectivement quand je suis aux urgences, je demande effectivement de l'assistance de télémédecine à mes collègues par exemple sur une thrombolyse ou une suspicion, et puis parfois c'était moi de l'autre côté pour décider effectivement de traiter. Il faut aussi connaître les deux facettes de l'écran, et donc pour aller un peu plus vite et puis pas passer le temps sur mon histoire. Donc effectivement, je suis venu à réfléchir comment nous pouvions faire évoluer la télémédecine dans les zones rurales ou les zones sous-dotées, parce que Paris est une zone sous-dotée au regard tout simplement de la démographie de la population et de la sous-démographie des professionnels de santé. Donc on a travaillé sur des cas d'usage, sur de la télémédecine ambulatoire avec justement les infirmiers libéraux qu'on a effectivement formés et équipés de sacs de télémédecine, et ils se sont effectivement rendus sur évidemment des logements personnels, en partenariat avec la mairie de Paris. Ça date de 2020, donc c'était à peu près à l'arrivée de la Covid. Et puis on a effectivement ensuite fait évoluer, peut-être que j'en parlerai après, les pratiques sur les personnes dépendantes isolées ou sur les personnes effectivement dépendantes en structure de type EHPAD. Et puis moi, avec évidemment mon bagage sur le handicap que je connais bien, je me suis orienté effectivement sur ce sujet à la demande d'établissements sur leurs difficultés à trouver des médecins. Il y a très peu de médecins, coordinateurs il n'y en a pas, médecins généralistes de moins en moins, ou sinon c'est des retraités qui font du surplus parce qu'ils ont ce besoin, mais ça devient très compliqué pour eux d'avoir des médecins. Donc on a réfléchi à modéliser effectivement une nouvelle approche
qui effectivement a déjà été validé sur les EHPAD par le passé, mais sur ce modèle-là. Voilà, on en parlera sûrement après. Alors c'est très intéressant les 3 présentations. D'ailleurs, on est en train juste de remarquer qu'à la fois la télémédecine, c'est de la médecine. Hein, c'est pas quelque chose où on est des extraterrestres qui arrivons avec dans un vaisseau spatial depuis de l'autre côté de l'Atlantique avec une personne très appréciable à l'heure actuelle. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on est des médecins de terrain et qu'on pratique de la médecine qu'on nous a appris et que ça n'est pas une autre médecine. Éventuellement, tu pourras nous en parler, Ségolène, bien entendu. Il faut se former, ça devient quand même une spécialité à part entière, tu l'as introduit tout à l'heure. Donc ça, c'est à enseigner, en tout cas, hein, à la fois pour les médecins et les infirmiers. Maintenant, parlons de la pratique. Ségolène, est-ce que tu peux nous expliquer, en termes concrets, avec des exemples probablement, quelle est ta journée type auprès des patients en perte d'autonomie, avançant dans le grand âge, en EHPAD? Comment s'organisent, je dirais, tes téléconsultations avec ces patients ou avec les équipes? Alors, je fais une demi-journée d'astreinte par semaine pour les EHPAD du groupe auquel j'appartiens, à la santé. Et nous avons donc un agenda partagé. Nous avons un logiciel de dossier et de prescription, tout en un pour le coup, également partagé, ce qui me permet, dès que je suis en contact avec une équipe soignante qui a besoin d'un avis médical, de pouvoir consulter l'intégralité de son dossier, de pouvoir ajuster les prescriptions immédiatement, et même de surmonter certaines difficultés propres à la télémédecine, comme par exemple une solution qui n'est pas encore envisagée, les ordonnances sécurisées à distance. Il y a un certain nombre d'EHPAD de mon groupe qui travaillent en pharmacie à usage interne, en PUI, ce qui nous permet de disposer de thérapeutiques comme les morphiniques par exemple, sans avoir besoin d'avoir recours à l'ordonnance sécurisée. Et on peut remercier, pour les quelques EHPAD qui n'ont pas accès à ce type de pharmacie, les pharmacies de secteur d'être pour l'instant tout à fait sympathiques en attendant que la solution se développe. On a dit qu'on parlerait de tech. Voilà quelque chose qui nécessiterait d'être mis en place pour qu'on puisse continuer à travailler à distance dans de bonnes conditions, quel que soit le sujet. Là, si on rentre dans le dur, dans le terrain... Oui, parce que... Le sujet que tu viens d'aborder, je l'ai abordé avec David Pétoton de l'ANS qui doit traîner dans le coin. On va pousser là-dessus, mais juste après, s'il te plaît. Pas de problème. Alors, je peux être appelée pour diverses choses. On m'avait demandé de réfléchir à différents sujets, à différents exemples, mais en fait, ils sont multiples. Je peux être appelée pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux être appelée pour un petit problème des œdèmes des membres inférieurs, une jambe rouge qui ne montre pas de signe de gravité, mais qui quand même nécessite un avis médical, surtout le vendredi, juste avant le week-end, puisque moi, je suis sur cette astreinte-là. Une constipation qui ne passe pas, un comportement qui a changé et pour lequel on aimerait bien avoir un éclairage médical. Une ordonnance à renouveler qui arrive à sa fin. Alors là-dessus, je reste très prudente parce que je considère que c'est un travail approfondi qui nécessite un abord clinique présentiel régulier, pas exclusif forcément, mais régulier. Et donc je suis prudente et pas forcément très à l'aise si cet accès présentiel n'a pas eu lieu avec une trace dans le dossier récemment. Mais il n'empêche que entre ne pas avoir du tout de médicaments et avoir la suite de son ordonnance, c'est quand même préférable de conserver son traitement de fond en attendant que le médecin traitant du patient puisse passer. Et puis de temps en temps, il y a des actes que je ne peux pas mener. En revanche, je sers à la réflexion en termes de gradation de soins. Est-ce que ce patient a besoin des urgences maintenant? Est-ce qu'il n'en a pas besoin? L'équipe est dans le doute, ne souhaite pas d'envoi aux urgences si c'est évitable, surtout le caractère fragile de nos patients. Et donc, mon avis va être requis pour prendre la décision.
Et donc, je vais pouvoir dire oui, non, avec l'évaluation clinique que je vais pouvoir mener, les éléments que je retrouve dans le dossier et les éléments que me transmettent mes collègues infirmiers qui connaissent très très bien leurs malades et qui sont l'œil habitué du terrain en EHPAD. Eh ben, on va transmettre le relais à Arnaud, qui va effectivement nous expliquer sur le terrain, tu n'es pas en EHPAD, tu es en ville, tu reçois des patients, quel est ton rôle et quand est-ce que tu vas déclencher une téléconsultation? On va dire qu'on va éviter de rentrer dans l'aspect purement médical, mais je dirais dans l'organisation de ton cabinet. Quand est-ce que tu vas déclencher une demande de téléconsultation dite assistée? Alors, effectivement, donc, on va parler surtout du coup de médecine générale, effectivement, où les patients vont pouvoir consulter à notre cabinet un médecin en médecine générale. Il faut savoir qu'en fait, ce que l'on a décidé de faire au cabinet, c'est de la médecine générale de suivi. C'est-à-dire que nous avons toujours le même médecin qui intervient pour nos patients au sein de notre cabinet. Nous ne changeons jamais de médecin. Nous travaillons depuis 3 ans avec le même médecin qui est donc à un suivi effectivement du patient qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres systèmes de téléconsultation seul en cabine par exemple, où on est plus sur de la téléconsultation one shot, une fois effectivement. Là on est vraiment sur de la téléconsultation qui peut être one shot mais surtout de suivi médical. Donc ça veut dire que surtout de suivi médical pour les personnes souvent effectivement de plus de 55 ans. D'accord ? Pour beaucoup effectivement aussi en ALD, effectivement sur ces suivis-là. On fait plusieurs choses. Téléconsultation assistée en cabinet, téléconsultation assistée à domicile, parce que c'est aussi le but, c'est de pouvoir se déplacer chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, avec effectivement une mallette de téléconsultation et tous les outils qu'on pourrait retrouver en cabinet. Ça veut dire donc que le patient en fait appelle maintenant notre cabinet infirmier pour prendre rendez-vous avec un médecin. Nous faisons l'interface effectivement pour qu'elle puisse avoir ce rendez-vous. Donc nous prenons le rendez-vous sur un agenda partagé comme Ségolène le fait avec le médecin qui nous donne ses disponibilités. Nous les mettons en fonction de nos disponibilités parce qu'il ne faut pas oublier que nous restons des infirmiers libéraux. Donc ça veut dire continuer ces tournées effectivement d'infirmiers à 6h du matin, et Ségolène savait me le dire tout à l'heure, effectivement à 6h du matin. Dans l'entrefaite, on fait des téléconsultations médicales. Maintenant, effectivement, le début d'après-midi n'est plus une pause comme on pouvait effectivement l'avoir avant. Effectivement, dans notre métier, en général, 14-16 heures était un moment de pause. Aujourd'hui, c'est un moment de consultation pour les personnes. Et nous en faisons également en soirée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en téléconsultation assistée, comme en médecine générale, si on veut effectivement que tout le monde soit soigné, il faut effectivement proposer des horaires qui conviennent à chaque population pour pouvoir les accueillir. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on fait effectivement en téléconsultation assistée. Et notre rôle à nous, c'est être l'interface, être encore la proximité du patient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, effectivement, peu de professionnels de santé se déplacent au domicile du patient et connaissent leurs patients. Donc ça veut dire que presque tous les patients qui viennent à notre cabinet consulter le médecin, je connais leur domicile. Vous allez vous dire, quel est l'intérêt ? Si, ça a tout son intérêt. C'est quand on parle aussi un peu de territorialité, c'est un mot qui revient souvent. Moi, j'aime bien ce mot et j'aime bien aussi le ramener à ma pratique à moi en disant, c'est intéressant la territorialité du point de vue où l'infirmier qui soutient, et c'est un mot que j'ai adoré de toi Ségolène, et qui assiste pas, parce que c'est vrai que l'assister c'est pas terrible au final, mais qui soutient effectivement la téléconsultation, vient amener des éléments du domicile qui parfois peuvent effectivement échapper à l'œil du médecin et surtout échapper au dire du patient qui oublie parfois des éléments importants qui pourraient permettre d'amener un diagnostic médical complet. Et c'est là notre rôle à nous, c'est de créer une anamnèse, c'est-à-dire de créer un compte-rendu de ce que l'on peut savoir du patient, de ce que l'on sait au moment T aussi où il vient effectivement nous voir sur la pathologie éventuellement aiguë ou pas de la consultation, et amener tous ces éléments au médecin. Et effectivement, en plus, on a des ouvrages qui sont intéressants, qui nous aident aussi un peu en tant qu'infirmier aujourd'hui, de Marion Silagno qui est là aujourd'hui, et qui nous permettent de retrouver aussi tous les symptômes effectivement qui pourraient nous amener effectivement à quelque chose. Donc nous, en tant qu'infirmiers, on vient utiliser notre clinique infirmière qu'on connaît tous en fait. On sait utiliser notre clinique infirmière, mais on ne l'utilise pas dans le concret, dans le quotidien. Parce qu'en fait, on a perdu ça. On est devenus des tâcherons un petit peu. On fait nos actes tous les jours en tant qu'infirmier, on fait nos pansements. Et en réalité, on n'utilise plus notre science parce que ça s'est perdu. Et aujourd'hui, en fait, en téléconsultation assistée, on nous permet de réutiliser à nouveau notre clinique, d'être au chevet du patient et d'amener effectivement tous les éléments qui sont médicaux, qui sont sociaux,
qui sont environnementaux, qui permettent d'avoir une téléconsultation de valeur aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ça. Et c'est ce qu'on amène effectivement, nous, en tant qu'infirmiers, dans ces téléconsultations dites assistées ou soutenues, et que nous faisons effectivement chaque jour. Effectivement, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, on est à 3000 téléconsultations et ça ne gêne personne. C'est-à-dire que arrêtons de dire, elle a 80 ans, elle ne va jamais y arriver. Non, stop, arrêtez. J'ai pour habitude de dire, la première patiente que j'ai eue était une personne de 82 ans, atteinte effectivement d'aphasie, d'apraxie, qui avait des difficultés à parler, mais qu'on comprenait. Et quand elle est venue au cabinet, elle savait qu'elle consultait le médecin à distance. Et pour autant, elle avait fait sa mise en pli, elle avait mis sa robe à fleurs, elle avait mis son rouge à lèvres, comme faisaient nos anciens pour aller voir le médecin. Donc arrêtons de croire que nos personnes âgées sont stupides et qu'elles ne sont pas capables de s'adapter à ça. Ce n'est pas le cas. La gériatrie, ce n'est pas forcément des gens qui sont stupides. Non, ils s'adaptent même mieux à la limite que les jeunes parfois. Donc vraiment, la téléconsultation, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Et vraiment, le travail que l'on fait de collaboration médicale infirmier, j'espère qu'il se transformera dans l'avenir, même en IMSP, pour permettre effectivement de créer des MSP dans les villes comme moi, où de toute façon, ça ne serait pas possible si on ne faisait pas ça en digital. Alors le lien est parfait, merci, c'est génial. Ça montre qu'il y a un vrai sujet de l'accès aux soins qui est solutionné. Ce n'est plus une proposition, c'est une solution par la télémédecine, par la téléconsultation. Comme tu dis, pas forcément dite assistée ou augmentée, etc. En équipe, la téléconsultation d'équipe. Et on remet quoi à l'intérieur de tout ça? Parce qu'avec cette caméra, avec ce micro, c'est de la tech, et puis éventuellement des data, des objets connectés, des DM, etc. Mais on remet quoi là-dedans? De l'humain. De l'humain. Et donc cet accès aux soins, on va aller le pousser jusqu'au polyhandicap. Donc je te passe le relais, Eudes. Et explique-nous un petit peu comment ça fonctionne directement dans les ESMS, dans les établissements de soins médico-sociaux. Bon, alors, comme il y a une diversité assez large, effectivement, d'établissements, que ce soit de l'enfant, personnes un peu plus âgées, donc, et il y a différents niveaux, effectivement, de dépendance, donc les expériences sont différentes, parce qu'on a certains, effectivement, de personnes ayant un polyhandicap ou des handicaps multiples, mais qui peuvent effectivement tout à fait discuter avec nous et participer à la téléconsultation. D'autres sont plus difficiles parce qu'effectivement, il y a l'autisme parmi eux, donc parfois c'est compliqué, ils sont agités, des troubles du comportement psychiatrique aussi souvent associés. Donc c'est pas toujours le bon moment aussi. Donc effectivement, pour le maintenir, pour le canaliser. Donc la pratique, elle n'est pas toujours, on va dire, stable. Si bien, évidemment, c'est la nécessité effectivement de travailler avec les équipes, c'est de pouvoir aussi, si possible, donc, de faire de la préparation à la consultation. Parfois, c'est plus facile donc, de les emmener dans leur chambre. Donc, les soignants, et notamment les infirmières ou infirmiers, connaissent bien le patient, on l'a dit, donc ils savent le calmer. Donc, quand ça change effectivement de lieu, c'est compliqué, donc, et puis il y a du bruit, il y a de l'agitation, donc il faut essayer de canaliser. Alors parfois, c'est pas toujours du synchrone. Quand on a un rendez-vous, effectivement, et ça se passe pas bien, difficile donc de prendre des décisions évidentes. Donc si effectivement on juge qu'on a du temps, je demande effectivement aussi aux infirmiers de pouvoir préparer et de nous envoyer des informations donc, sur le contexte, donc, mais on va dire dans un environnement donc, sémiologique, donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir des choses utiles. D'accord ? Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose, effectivement, en fonction de la qualité de la réception, ce n'est pas toujours le cas, donc ça c'est un autre sujet peut-être ultérieur. Eh bien, on ne peut pas effectivement donner une bonne appréciation de la situation si le flux est pas bon, ce qui peut arriver. Donc parfois on asynchrone, donc le flux est meilleur puisqu'on prend effectivement une bonne vidéo, les infirmières sont formées effectivement à prendre de l'information, à essayer donc d'ouvrir la bouche parce que évidemment une personne polyhandicapée, elle ne va pas forcément ouvrir la bouche, même quand on est en direct. L'autre approche que l'on a, c'est qu'effectivement, on a développé une approche, donc évidemment, de soutien assisté. Donc effectivement, le soutien, c'est plus sympa comme mot, je suis d'accord. Mais aussi, notre différenciation sur le sujet, c'est que nous, nos médecins se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement, donc effectivement, c'est toujours les mêmes médecins.
sauf s'ils sont en vacances, malades, donc on trouve des remplaçants. Donc il y a des astreintes aussi. Mais l'objectif, c'est que le médecin, donc dans la convention, effectivement, se déplace soit tous les mois, soit tous les trimestres, comme le patient viendrait tous les 3 mois pour un renouvellement d'ordonnance. Là, c'est nous qui nous déplaçons, permettant effectivement d'examiner, parce qu'on le verra certainement après, mais il y a des limites à la télémédecine, donc aussi bien sur les problèmes techniques, sur les problèmes effectivement comportementaux, mais aussi parfois la sémiologie, on ne peut pas tout faire à distance. Donc ça, on en parlera certainement après. Voilà. Donc, alors après, sur les pratiques, ça nous a permis effectivement donc, parfois donc, d'identifier des problématiques d'infarctus du myocarde, donc de gérer des patients qui n'étaient pas en urgence, mais qu'on a pu identifier comme étant urgents. Donc évidemment, heureusement qu'on a des outils aussi distants qui permettent de remonter de l'information qualitative, permettant effectivement de prendre aussi des décisions qui ne sont pas forcément des décisions de traitement, mais d'orientation. Il faut savoir ici passer la main et dire à l'équipe je suis dans ma limite, donc la situation me semble difficile. Le samedi ou le vendredi, justement avant le week-end, c'est compliqué. Ou le fin de journée, ça peut être compliqué de prendre une décision et de savoir si on est dans les bons clous. Donc il faut aussi de l'expérience et de la confiance. Discussion, confiance et expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon les publics, effectivement, je vois mal, alors par contre si, dans l'accompagnement, mais je vois mal effectivement un interne tout neuf, donc qui peut être très compétent sur le plan et très motivé, mais je pense que l'expérience donc derrière l'écran est nécessaire pour ne pas se tromper, c'est plus difficile. Donc, que d'être effectivement au contact du patient. Donc il faut savoir mettre des hollas quand il faut, ou en tout cas se dire j'ai des doutes, prenons des précautions. Voilà. Alors, là, on vient de parler en définitive de la téléconsultation, de la téléexpertise aussi, qu'on réalise les uns et les autres. Sur le plan humain, on va parler de la tech. Je voudrais juste revenir, parce que je vous ai promis un petit mot de Ségolène sur ce beau message de la vicariance, de l'adaptation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je dirais, la sémiologie du terme, entre guillemets? Alors, c'est un terme qui concerne plusieurs matières. Les philosophes en parlent, les neuroscientifiques en parlent, les neurobiologistes en parlent, parce que c'est aujourd'hui ce qui est considéré comme le fonctionnement de base du cerveau humain. À savoir, quand une fonction est tronquée, le cerveau cherche une voie de traverse pour suppléer. Et en téléconsultation, nous qui sommes de l'école de la médecine présentielle pure, nous avons dû créer des voies de suppléance pour arriver à faire nos diagnostics et à prendre nos décisions en tant que médecin et en tant qu'équipe de soins, que soignants. Et puis alors, donc, moi, ce concept-là, il nous a été présenté par Fabrice Xil de l'Espace éthique d'Île-de-France, alors qu'on était, l'équipe médicale Livy, en plein dans la tempête de la crise sanitaire, au mois de mars, avril, mai 2020. Et qu'on avait besoin d'un petit peu verbaliser ce qui nous arrive. Et il est venu, il nous a rencontrés, à distance aussi d'ailleurs, parce que l'équipe médicale Livy, elle est tout autour de la France. Et il nous a expliqué ce concept qui pour moi a été très éclairant, parce que ça m'a donné quelque part l'idée d'écrire une sémiologie vicariante en fait. C'est-à-dire, ok, on n'a pas tout. Quand vous écoutez le commun on va lire le lieu commun principal de la téléconsultation, vous allez entendre il n'y a pas de clinique. Et moi, je suis convaincue qu'il y a une clinique. Et je suis convaincue que petit à petit, si on forme nos étudiants à la clinique spécifique dès le début, nous on apprend la clinique pendant l'externat, donc 4, 5, 6e année avant l'internat, eh bien, on n'aura peut-être même plus besoin de cette expérience présentielle préalable parce qu'on aura intégré d'emblée dans l'apprentissage clinique ce qui se fait et ce qui ne se fait pas à distance. Et comment on le gère et à quel moment on réoriente vers le présentiel. Mais dès le début, nous, on l'a appris dans un second temps, donc notre gold standard cérébral, ça reste le présentiel et ça restera le présentiel toute notre vie parce que
Quand on est formé comme ça, c'est tout. On est tombé dedans quand on était petit. Mais ceux qui vont tomber dedans dans la télémédecine dès l'enfance de l'art, eh bien, probablement auront des mécanismes cérébraux différents. Donc la vicariance, elle est d'abord clinique. Et puis j'ai découvert et je pense que cette expérience est entièrement partagée par tous mes collègues soignants qui pratiquent la médecine à distance, que la vicariance était aussi communicationnelle. C'est-à-dire que on se dit, autre lieu commun de la téléconsultation, il n'y a pas de lien humain. On est à distance, il n'y a pas de lien humain. Bon, alors ici, tous les quatre, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui, on se parle depuis plusieurs années et on a l'impression de s'être vu hier. Et puis à l'époque, avec mon équipe de médecins référents Livy, c'était la même chose. On s'est rencontrés au bout de 2 ans de travail commun, on a eu l'impression de se connaître depuis toujours. Et donc ça, c'est vrai déjà entre confrères, mais alors avec les patients, c'est pareil. On s'aperçoit qu'on surdéveloppe certains canaux de communication, les expressions faciales, le ton de la voix, l'observation, qu'on a sans doute un petit peu mis sous silence parce que ce n'est pas forcément nécessaire, justement, quand on a tous les sens à disposition en consultation présentielle. Et donc, pour moi, et ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu dans l'introduction de ce manuel, justement, c'est que la vicariance est multiple. Elle permet de maintenir le lien clinique, d'une part, et elle permet de créer un lien humain, d'autre part. On est en plein... J'adore cette table ronde parce que vous faites les questions-réponses à ma place, donc c'est excellent. On est en plein dans cette notion de confiance dans l'équipe. Et la confiance dans l'équipe, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est avant tout, ça repose avant tout sur la communication. C'est ce que les soignants, moi je le déplore, on ne sait pas faire une fois qu'on est sorti de l'hôpital. Et sur cette téléconsultation dite augmentée, assistée, d'équipe, etc., moi j'ai redécouvert cette communication appréciable au service du patient. La problématique qu'on a aujourd'hui, et alors là on va faire grincer des dents, j'espère en tout cas, parce qu'il faut que ça bouge, la problématique c'est comment on communique. Parce que c'est bien, on a une caméra, ok. Mais moi ce que je veux pour pouvoir bosser, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est des antécédents, des allergies et des traitements. Voilà ce qu'il me faut pour commencer à bosser sur un patient, qui soit dans le polyhandicap, qui soit dans le grand âge, dans la perte d'autonomie, ou qui soit en ville chez toi, Arnaud. Donc, concrètement, à quoi vous vous heurtez tous les jours, s'il vous plaît, dans votre pratique sur ce sujet-là? Je vais mettre de côté pour le moment, parce que sinon on n'aura pas le temps, on va être là jusqu'à ce soir, les objets connectés qui, clairement, on va aller très très vite dessus. Aujourd'hui on est dans la tech, ne sont pas au niveau. Voilà. Clairement, les stéthoscopes connectés, les otoscopes connectés, etc., etc. C'est bien beau de nous vendre du rêve, mais ça ne marche pas, les gars. Donc hier, il y avait une autre table ronde que j'ai animée avec une boîte française qui vend beaucoup à l'étranger, qui est en train de sortir un élément d'objet connecté qui va nous être très utile en téléconsultation. Donc ça arrive, soyons optimistes. Mais voilà, en termes de communication, à quoi vous vous heurtez aujourd'hui dans vos pratiques de tous les jours? Je crois que clairement, c'est ce que tu disais. En fait, quand les patients viennent en téléconsultation assistée de suivi dans notre cabinet, c'est d'autant plus difficile parfois, puisqu'il faut que l'on épluche, que l'on débrouille un tas de feuilles comme ça, mis dans tous les sens, pas classées, et éventuellement sorties du placard du vieux médecin qui n'avait pas pris le temps d'écrire tous les antécédents du patient. Donc effectivement, ça nous demande déjà des heures de travail préalables en fait avant la consultation, où on demande au patient de nous l'amener avant, effectivement quelques jours avant, qu'on puisse déjà débrouiller l'affaire, j'ai envie de dire, essayer de faire un petit résumé de tout ça et envoyer malheureusement aussi ces PDF, parce qu'on est encore au PDF, pour essayer de travailler correctement. Donc c'est vrai que c'est malheureux aujourd'hui dans une ère du numérique où on est encore à un stade préhistorique du papier. Et effectivement où on ne s'en sort pas et où chaque acteur veut en faire un peu à sa sauce sans jamais essayer de réunir ces éléments au sein d'un seul outil qui quand même fonctionne pas mal aujourd'hui, même s'il y a encore du boulot qui est mon espace santé,
qui est quand même un outil aujourd'hui qui fonctionne mieux que le DMP, qui était quand même une tannée sans nom à un moment donné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas encore évident pour les professionnels de santé de rentrer dans le DMP ou des choses parfois, il faut dire la vérité, même pour nous maintenant qui sommes obligés de rentrer pas mal de choses aussi en tant qu'infirmier. Mais mon espace santé niveau patient est quand même plutôt bien foutu et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on passe un peu la seconde et qu'on s'arme tous à dire, bon, bah, allez, il faut qu'on réunisse tous ces documents-là et qu'on les trie pour qu'enfin on puisse effectivement travailler dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que c'est une sacrée galère effectivement de réunir tout ça. Il y a besoin d'une voie de terrain pour faire remonter les infos. Ici, il y a des décideurs, il y a des investisseurs, il y a l'administration qui est là avec nous, les tutelles, etc. Il faut pousser vers le haut ce sujet-là, l'interopérabilité, le DMP. Il n'y a que ça qui va sauver notre système, en tout cas aujourd'hui. Eudes, est-ce que tu peux nous Moi, dire j'ai un petit peu déjà évoqué, il y a la problématique de couverture numérique. On veut faire de la télémédecine qualitative, il faut avoir du flux qui soit correct. De la même façon que les établissements ne font pas tous l'effort donc de se mettre à jour. Donc on leur dit que pour pouvoir faire de la bonne médecine à distance, hein, donc, eh bien, il faut quand même qu'on ait les bons outils. Alors on parle des outils effectivement que nous offre l'écosystème de la tech. Étant moi-même aussi de longue date dans la tech, je peux dire qu'on n'a pas tellement évolué depuis 10 ans où je travaillais à l'Ifremont, avec l'Ifremont dans les Alpes. Donc c'était tout aussi, voire mieux performant les outils qu'on utilisait qu'aujourd'hui. Donc il y a une problématique, je pense, donc, aussi de... Excusez-moi tous, hein, mais il y a parfois donc des problématiques de travailler avec les terrains, avec les médecins ou les professionnels de terrain sur les outils. Donc c'est bien de faire de la tech, mais à un moment donné, il faut être sur le terrain. Alors ils ne le font pas tous, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est insuffisant. Donc ça, c'est un point effectivement important, d'avoir des outils fiables qui fonctionnent et avec un bon flux. L'autre point, on en a parlé, interopérabilité. Nous, on travaille avec différents établissements, différents groupes. Il y a une multitude de logiciels dans tous ces établissements. Évidemment, les médecins traitants de terrain qui ne font pas de la télémédecine, ou ils peuvent en faire, mais en tout cas, ceux qui sont encore dans les établissements, souvent, ils ne prennent pas le temps, ou ils n'ont pas le temps peut-être, ou ils n'ont pas envie, hein, parce que parfois c'est compliqué d'utiliser ces outils qui ne sont pas forcément très ergonomiques. Je parle des outils métiers, donc des établissements médico-sociaux. C'est quand même des usines à gaz, donc il va falloir quand même faire un peu le ménage là-dedans. Et puis effectivement, il n'y a aucune interopérabilité, quel que soit le terrain. Donc que ce soit interhospitalier, inter-établissement, donc les libéraux qui veulent travailler, c'est un nouvel outil. Donc il y a tellement d'outils que les gens, ils n'ont plus envie d'outils, c'est normal. Donc au bout d'un moment, c'est comme la surconsommation, il y a des hauts de cœur. Hein. Donc voilà, donc il faut travailler dans ce sens, il faut simplifier, il faut arrêter les usines à gaz, il faut effectivement des choses simples qui fonctionnent partout. Voilà, c'est simple. Je crois que tu voulais réagir sur ce sujet. Effectivement, je rebondis là-dessus. On se souvient, je me souviens encore, même si, du moment où on prescrivait de façon manuscrite un paracétamol, 2 secondes. Aujourd'hui, un paracétamol à prescrire sur un logiciel, c'est, mais je ne sais pas combien de clics, 30. Et puis, s'il y a une deuxième ligne de traitement qui est un space-fond, 60. Et on est à je ne sais pas combien de minutes pour des choses des médicaments que les patients savent en fait s'auto-administrer totalement tout seuls. Alors c'est vrai que sur ce plan-là, je pense qu'il y a un énorme progrès à faire. Ça rend très très fatigué ce nombre de clics. J'ai quand même la flemme de prescrire un paracétamol parfois en fin de journée, hein, tellement c'est compliqué. Et c'est qu'un paracétamol. Je ne vous dis pas quand il faut prévoir un traitement séquentiel qui diminue ou qui augmente progressivement. Et alors là, on est sur... moi, j'attends avec une impatience grandissante les outils de saisie vocale parce que le bienfait quand même, parce qu'il faut souligner les bienfaits, là, on souligne tout ce qui ne va pas, mais c'est qu'on a gagné en sécurité, on a gagné en traçabilité. Ça, c'est parfait. Hein. Tout est horodaté, tout est daté, signé. On a le moins de soucis, on peut retrouver l'information, on peut faire des études. C'est extraordinaire. C'est un volume de data exploitable qui a jamais existé auparavant, et en particulier quand on était encore à l'ère manuscrite. Donc ça, c'est fantastique.
Mais alors, sur la partie ergonomie, pour le quotidien du soignant, quelle que soit sa profession, là, on a vraiment, vraiment beaucoup à gagner. Voilà. Alors moi, je dirais que vous avez vos micros là. On va essayer On les a. d'imaginer que vos micros, c'est une baguette magique, d'accord. Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, si je prends mon exemple, il y a 2 jours, j'avais une retranscription. Retranscrire. Non mais il faut imaginer. J'ai fait 10 ans d'études, j'ai fait 26 années d'expérience, 36 ans dans la médecine pour faire une retranscription qui m'a pris, pour 14 médicaments, 40 minutes, avec 2 plantages du logiciel entre les deux. Voilà. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est du quotidien. Alors même que théoriquement, on devrait le retrouver dans le DMP et qu'il n'y aurait pas de retranscription, il n'y aurait pas d'erreur de retranscription. Ça pourrait être implémenté avec... on ne va même pas parler d'IA, juste des algorithmes pour éviter des iatrogénies médicamenteuses, etc., etc. À un moment donné, tu parles de sécurité, on a tous les outils. Je suis en train de faire la réponse. Stop, je m'arrête. Prenez vos micros qui sont des baguettes magiques. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour améliorer vos pratiques auprès de tous ces patients qui sont dans une situation de vulnérabilité importante ? Personnellement, je crois que clairement, les infirmiers ont besoin d'une reconnaissance et très clairement de lever un peu les freins qu'aujourd'hui la CPM nous met un peu. Faut aussi dire les choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué de vouloir évoluer parce qu'effectivement, tous les nouveaux actes sont toujours soumis à une contrainte supplémentaire. Tu parlais de Dafalgan, mais si on parle de l'Ozempic, pour vous les médecins aujourd'hui qui devaient faire un nouveau papier pour pouvoir le prescrire, je crois qu'aujourd'hui, en fait, chaque nouvelle technologie crée un frein supplémentaire ou une espèce de garde-fou qui ne garde personne en réalité, si ce n'est que les fous. Mais à un moment donné, il va falloir que nos acteurs, effectivement, qui nous payent et qui ne nous payent pas si grassement que ça en réalité, comprennent à un moment donné que la santé aujourd'hui en France va mal, que nos patients vont mal et qu'il va falloir trouver une solution réelle et qu'ils l'ont en réalité. C'est juste qu'il va falloir à un moment donné mettre les cartes sur la table et dire bah oui, effectivement, nous avons nos soignants, il va falloir les accompagner dans ce sens-là. Pour tous les systèmes qui existent. La tech, on en parlait tout à l'heure, la tech c'est super, mais ça coûte une blinde. Hein. Je vous le dis, hein, aujourd'hui un chariot de télémédecine, ça coûte une blinde. Hein. Si moi demain il tombe en panne, je ne sais pas qui est-ce qui me le remplace. Hein. Je vous le dis d'emblée. Hein. Je pense que ça va être une négo. Mais vraiment, je crois qu'à un moment donné, ouvrons les yeux sur ce qui se passe, soyons un petit peu honnêtes et transparents, comme j'essaie de l'être tout le temps, à défaut des fois de prendre une petite cartouche derrière la tête, mais c'est pas grave. Je crois que de temps en temps, il faut dire un peu ce qui se passe et dire que oui, c'est bien de réfléchir là-haut, mais allez, on redescend un petit peu et puis on essaie de s'adapter à nous, quoi. Ça fait du bien. Ségolène ? Moi, j'avais un sujet que je voulais aborder parce que je l'ai découvert pendant mes astreintes de télémédecine en EHPAD. On parle beaucoup d'accès aux soins et il y a un sujet très, très actuel en ce moment et que j'ai découvert avec beaucoup de surprises pendant ces astreintes, qui est l'accompagnement de la fin de vie. J'ai découvert la possibilité d'accompagner à distance, avec le soutien plein et entier et la présence humaine des collègues soignants sur le terrain, la possibilité de faire des soins palliatifs de bonne qualité grâce à cette vicariance communicationnelle permet de rassurer les familles, grâce à cette vicariance clinique de faire une analyse des besoins du patient en situation de fin de vie, grâce aux outils de prescription à distance, y compris les morphiniques que j'évoquais tout à l'heure, la possibilité de tout prescrire pour soulager. Aujourd'hui, on parle d'accès aux soins, on parle d'accès à ce soin, on parle de défaut d'accès à ce soin. J'en ai discuté avec la SFAP, avec Claire Fourcade, et avec d'autres acteurs du monde de l'EHPAD, puisque c'est par cette expérience-là que j'ai accès à... Et j'ai vraiment fait cette découverte que ça se passe bien et que ça permettrait d'ouvrir la possibilité d'une belle mort à nos aînés. Voilà. Un sujet éminemment humain, en définitive. Eudes ? Bon, il y a effectivement plusieurs points, donc je vais faire vite. C'est 4 baguettes magiques. On en parlait tout à l'heure, effectivement, donc, de l'accompagnement des jeunes donc, aux usages du numérique.
Bon, moi, j'ai participé à la création, ou en tout cas animé certains DU donc, par le passé, mais effectivement, il doit être maintenant naturel qu'il y ait un enseignement donc, tôt, soit pour les infirmiers, soit pour les médecins et d'autres professionnels, donc de l'usage du numérique. Cette absence d'accompagnement depuis le début de la formation, c'est une forme de négation tout simplement de la modernité. Les outils sont là, et ils sont là, on les utilise donc bien quand effectivement notre objectif c'est donc d'accompagner et de faire du bien. Donc, comme tu viens de le dire, sur l'accompagnement à la médecine palliative. Donc, il ne faut pas s'opposer à cette problématique. Le deuxième point, c'est que, je pense que c'est la même chose en EHPAD, tous ces établissements sont sous-dotés en professionnels de santé, notamment les infirmiers. C'est du flux continu. On maltraite les soignants, donc très clairement, on ne les considère pas, on ne les paye pas bien, c'est difficile, c'est très difficile de travailler dans ces établissements et ça complique également notre travail. Parce que ça veut dire qu'on a donc des professionnels de santé qui tournent et qui ne sont pas forcément formés et qui ne connaissent pas bien les patients. Et donc ça amplifie le risque. Donc voilà. De la même façon, 3, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 0 médecin et un médecin permanent qui suit, qui connaît bien le patient, il y a une zone grise. Ce n'est pas 0 ou 1. Donc les professionnels qui me diront c'est 0 ou 1, ils sont complètement hors sol. La réalité, c'est d'essayer donc de trouver des solutions et de s'adapter à l'écosystème qui ne fait que s'aggraver. Il va s'aggraver encore pendant 5 ans. Je rappelle, il y a 50 000 patients qui vont prendre leur retraite d'ici 5 ans. Voilà, donc c'est-à-dire 1/5 de la population médicale. Et il faut considérer qu'il faut mettre en place des choses qui soient simples. C'est le dernier point. On a parlé effectivement de l'Ozempic, ou en tout cas tout un tas de problématiques et de contraintes que l'administration nous rajoute. Donc, ça fait 20 ans qu'on parle effectivement du numérique, de l'informatique. C'est censé nous faciliter la tâche. Effectivement, comme on l'a dit, parfois un stylo, ça va plus vite. Donc, à un moment donné, le risque, c'est qu'on mette tout ça à la poubelle. Si on continue dans ce sens, voilà, on perd beaucoup de temps. Et en plus, ce temps, il n'est pas mis au bénéfice du patient. Voilà. Donc, on a besoin de vous tous qui développez ces outils pour nous aider. Ouais, c'était le message, en fait. C'était de dire que le lien de la tech avec la téléconsultation, c'est qu'il ne faut pas que ça soit la téléconsultation qui se mette au service de la tech. Hein, c'est l'inverse, les gars. On a besoin des innovations, on a besoin des investisseurs qui poussent vers l'innovation, on a besoin des soignants qui l'utilisent et qui puissent communiquer avec. Le fait est qu'à date, en 2025, vous avez 4 personnes ici qui se sont investis dans la téléconsultation de niveau 2. Hein. À l'Académie de médecine, j'avais parlé de plusieurs niveaux de la fusée spatiale. Le premier niveau, c'était les téléconsultations, des plateformes de téléconsultation. C'est très vertueux. Il faut arrêter de vomir sur ces pratiques, à la fois des professionnels de santé et de la population. S'il y a une demande, il faut pouvoir y répondre. Et on n'a pas créé une offre. Hein. Il faut arrêter sur ce sujet-là. Là, je vais me mettre en colère quasiment, mais il y a une vraie demande. Et pourquoi il n'y a pas de demande? Parce qu'il y a 6 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant. Et que ça soit dans des déserts médicaux ou ailleurs. Deuxième chose, nous, on est passé à un stade au-dessus. Ce n'est pas nous sommes les meilleurs, etc. Mais on est passé au stade au-dessus, c'est-à-dire au niveau 2 de la fusée, en téléconsultation, donc augmentée, assistée, d'équipe, etc., etc. On vous a parlé d'humain. On a besoin aujourd'hui de pouvoir communiquer. Merci la tech de pouvoir nous le permettre. Merci aux réglementations d'être assouplies à ce niveau-là pour pouvoir permettre cette interopérabilité, etc. Bref, je suis juste en train de vous dire que la téléconsultation assistée, ce n'est pas un gadget. C'est une réponse pragmatique à un besoin réel aujourd'hui du grand âge, du polyhandicap, de la perte d'autonomie, des ALD. Juste un chiffre qui m'avait marqué. Aujourd'hui, on est à 300 000 personnes en France en perte d'autonomie et dans le grand âge qui sont dans des établissements. En 2035, ça sera 1,2 million. On ne sait déjà pas quoi en faire aujourd'hui. En 2025, à 300 000, ça sera 4 fois plus. Et d'ici 2035, nous n'avons pas la ressource humaine médicale pour pouvoir y répondre. Donc,
c'est les délégations de tâches, c'est les téléconsultations dites assistées avec les IDEL de terrain qui ont maillé le territoire de façon spectaculaire. Merci à eux, parce que les médecins, ils ne sont plus là. Et moi, j'ai honte de ma profession à ce niveau-là. Donc c'était le petit coup de gueule. Je suis à côté de ça maître du temps et j'ai ce boulot ingrat à ce niveau-là. Si vous avez quelques questions dans l'assistance, allez-y. A priori, on a été très clair.